est-ce qu'il est vraiment nécessaire de présenter Nathalie Deprat? On va le faire, disons, par tradition. Donc Nathalie Deprat est professeure à l'université de Rouen-Normandie. Elle est membre des archives Husserl. Elle a publié un nombre considérable d'articles et d'ouvrages. On peut citer notamment en 1995 Transcendance et Incarnation, en 2014 Attention et vigilance à la croisée de la phénoménologie et des sciences cognitives, ou encore son ouvrage de 2018 La surprise du sujet, un sujet cardial. On va parler de la surprise ce matin. Plus récemment, Nathalie Deprat a également écrit des romans, L'Endroit en 2019, si je ne me trompe pas, et tu as un nouveau roman qui va être publié, Nathalie, qui s'intitule Dénie ma survie, c'est ça? Si oui, en fait il est sorti en août, là, il vient de sortir. Il est sorti. Très bien, félicitations pour cette nouvelle publication. Nathalie, je te laisse la parole. Donc, le titre de ton intervention, c'est Émotion et existence, Husserl au prisme de Beauvoir. C'est à toi. Merci beaucoup. Merci Alexis et Aurélien pour l'organisation de cette journée. Donc, je vous félicite pour le choix du titre aussi. Donc, j'ai compris que c'était venu au départ d'Aurélien, mais voilà, c'est un titre conjoint que je trouve extrêmement fécond, c'est le cas de le dire, et qui a l'intérêt aussi de façon très élégante de faire émerger une dimension qui potentiellement n'est pas là, mais qui relève de l'éros et de l'érotisme. Donc je trouve que c'est un très beau choix, bravo. Mon titre a changé en fait depuis la publication du programme. Et en fait, je vais me resserrer sur Simone de Beauvoir, en fin de compte, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas tout à fait prête encore pour aborder de façon plus frontale la relation à Husserl, qui n'est pas forcément très explicite chez Simone de Beauvoir, enfin pas très thématique. Et donc j'ai préféré en fait prolonger un début de réflexion que j'avais commencé déjà l'année dernière, dans le cadre de la journée Alter, sexe et genre. Et du coup, le titre de mon propos aujourd'hui, ce sera, ça concerne Simone de Beauvoir essentiellement, et ça s'intitule Une phénoménologie inclusive de la relation sexuelle. Et en fait, pour commencer, je suis tombée en fait en lisant la recherche du temps perdu, en rentrant vraiment dans l'ensemble de tous les volumes, et en train de lire Albertine disparue. Je suis tombée sur un passage que je voudrais vous lire pour commencer, qui va me servir à la fois de pierre d'attente et aussi peut-être de mise en contraste par rapport à ce que je vais vous proposer. Alors c'est un extrait un tout petit peu long, donc vous me pardonnerez, mais j'ai trouvé que ça avait du sens de commencer par ce passage. Donc c'est dans Albertine disparue, à peu près au milieu de l'ouvrage, et Proust nous dit la chose suivante. Je me retrouvais, après la soirée, chez la princesse de Guermantes, attendant l'arrivée d'Albertine. Qu'avait-elle fait cette nuit-là? M'avait-elle trompé? Avec qui? Les révélations de Aimé, un des serviteurs, même si je les acceptais, ne diminuaient en rien pour moi l'intérêt anxieux, désolé, de cette question inattendue, comme si chaque Albertine différente, chaque souvenir nouveau, posait un problème de jalousie particulier, auquel les solutions des autres ne pouvaient pas s'appliquer. Mais je n'aurais pas voulu savoir seulement avec quelle femme elle avait passé cette nuit-là, mais quel plaisir particulier cela lui représentait. Ce qui se passait à ce moment-là en elle. Quelquefois, à Balbec, Françoise, donc la servante, étant allée la chercher, m'avait dit l'avoir trouvée penchée à sa fenêtre, l'air inquiet, chercheur, comme si elle attendait quelqu'un. Mettons que j'apprisse que la jeune fille attendue était André, donc André et eux. Quel était l'état d'esprit dans lequel Albertine l'attendait? Cet état d'esprit caché derrière le regard inquiet et chercheur. Ce goût, quelle importance avait-il pour Albertine? Quelle place tenait-il dans ses préoccupations? Hélas, en me rappelant mes propres agitations, chaque fois que j'avais remarqué une jeune fille qui me plaisait, quelquefois seulement quand j'avais entendu parler d'elle, sans l'avoir vue, mon souci de me faire beau, d'être avantagé, mes sueurs froides, je n'avais pour me torturer qu'à imaginer ce même voluptueux émoi chez Albertine,
comme grâce à l'appareil dont, après la visite de certains praticiens, lesquels s'étaient montrés sceptiques devant la réalité de son mal, ma tante Léonie avait souhaité l'invention, et qui permettait de faire éprouver au médecin, pour qu'il se rendît mieux compte, toutes les souffrances de son malade. Et déjà, c'était assez pour me torturer, pour me dire qu'à côté de cela, des conversations sérieuses avec moi sur... Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Des conversations sérieuses avec moi sur Stendhal et Victor Hugo avaient dû bien peu peser pour elle, pour sentir son cœur attiré vers d'autres êtres, se détacher du mien, s'incarner ailleurs. Mais l'importance même que ce désir devait avoir pour elle et les réserves qui se formaient autour de lui ne pouvaient pas me révéler ce que qualitativement il était. Bien plus, comment elle le qualifiait quand elle s'en parlait à elle-même. Dans la souffrance physique, au moins, nous n'avons pas à choisir nous-mêmes notre douleur. La maladie la détermine et nous l'impose. Mais dans la jalousie, il nous faut essayer en quelque sorte des souffrances de tout genre et de toute grandeur avant de nous arrêter à celle qui nous paraît pouvoir convenir. Et quelle difficulté plus grande quand il s'agit d'une souffrance comme celle-ci, celle de sentir celle qu'on aimait éprouvant du plaisir avec des êtres différents de nous, lui donnant des sensations que nous ne sommes pas capables de lui donner, ou du moins par leur configuration, leur image, leur façon, lui représentant tout autre chose que nous. Voilà, excusez-moi, c'était un petit peu long comme citation, mais je trouvais que c'était extrêmement intéressant pour plusieurs choses. Premièrement parce que bon, il se trouve qu'il y a le terme « émoi » dans cette citation, donc je me suis dit que c'était un écho intéressant au titre de la journée. Deuxièmement parce qu'en fait, dans le propos de Proust, ce qu'on voit apparaître ici à travers une phrase, notamment vers la fin, c'est une distinction forte qu'il fait entre le corps et l'émotion. Finalement, il dit avec le corps c'est facile, on sait quand on a mal, avec la douleur, avec la souffrance, l'émotion c'est plus compliqué. Donc bon, voilà, c'est une position que je serais amenée peut-être à revoir de mon côté, mais en tout cas elle est assez étonnante et assez intéressante aussi. Il y a un point aussi intéressant, c'est la posture du jeu du narrateur qui essaye finalement de s'inclure dans le vécu d'Albertine, donc qui essaye de comprendre ce qui se passe en elle, et voilà, ça c'est aussi une perspective que je voudrais développer aujourd'hui, cette dimension d'inclusion ou d'inclusivité. Peut-être pas tout à fait comme ce qui se passe ici dans le scénario proustien, mais j'ai trouvé que c'était intéressant dans la manière dont la relation a été décrite par Proust. Et enfin, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est l'insistance de Proust, et ça c'est très connu, et les personnes qui travaillent en entretien d'explicitation, ils sont très sensibles, c'est l'attention de Proust à la qualité et à la particularité du vécu de la personne, de l'autre en fait, et la difficulté qu'on a à rendre compte de cette qualité singulière et de ce vécu particulier, quelles que soient les tentatives qu'on peut faire de se les imaginer. Voilà, donc ça c'est les différents éléments qui m'ont intéressé dans ce passage. Je voudrais les mettre un peu comme des pierres d'attente par rapport à ce que je vais vous proposer à présent, qui en fait concerne essentiellement Simone de Beauvoir en fin de compte. Donc dans le dernier chapitre du deuxième volume du Deuxième Sexe, donc on est vraiment à la toute fin du texte de Simone de Beauvoir, ce chapitre qui s'intitule « La femme indépendante », Simone de Beauvoir nous propose une description de l'érotisme de la femme, qui accentue, dit-il, la nature singulière de l'érotisme féminin, en insistant sur plusieurs traits qu'elle décline. Le handicap de la femme dans la relation sexuelle, parce qu'elle n'obtient pas un soulagement aussi mécanique que l'homme, dit Simone de Beauvoir, ce sont des citations. Deuxièmement, la différence de force physique, qui compte beaucoup, ce sont à chaque fois des citations, troisièmement, il faut d'ordinaire, dit-elle, qu'elle soit âgée pour dissocier si crûment érotisme et sentiment, et quantité d'hommes même n'acceptent jamais chez elle cette division entre chair et conscience. Quatrièmement, la femme ne peut prendre qu'en se faisant proie, donc on y reviendra sur cette distinction prise-proie. Cinquièmement, la femme, en refusant la passivité, détruit l'envoûtement qui l'amène à la volupté. Et dernier point qu'elle évoque aussi, je cite à nouveau, il y a un chemin qui semble pour la femme beaucoup moins épineux, c'est celui du masochisme. Alors toutes ces propositions demanderaient à être commentées en tant que telles,
Évidemment, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est comment, à travers ces différents traits, ces différentes propriétés, donc on trouve dans ce chapitre final du IIe siècle, qui est bien connu, finalement, on a autant de déclinaisons, de représentations historiques et sociales majeures de la femme comme étant placée dans un cadre, disons, politique de domination. Et on a donc dans un premier temps l'impression que c'est ce versant-là qui va être finalement standard et dominant dans la perspective de Simone de Beauvoir. Alors à la suite de ce chapitre final, eh bien, on a une déclinaison de représentation justement historique et sociale sous les figures de la narcissiste, de l'amoureuse, de la mystique, dans une description qui prend explicitement le point de vue du vécu de la femme, et évidemment pour une bonne raison, selon Simone de Beauvoir, parce que ce vécu, eh bien, on l'a compris en fait tout au long de l'ample enquête historique, sociologique et philosophique qu'elle mène, a été, et c'est sa thèse en fait, invisibilisé au profit d'une soi-disant neutralité de la description phénoménologique du corps, d'autrui, de la communauté, de l'agir et de la liberté, notamment par toutes les figures du mouvement phénoménologique, qu'il s'agisse de Husserl, de Heidegger, de Sartre, de Merleau-Ponty ou de Lévinas, puisque ce sont surtout ces auteurs-là avec lesquels elle entre en interaction. Et cette neutralité qui vaut universalité, eh bien, on le sait avec justement le diagnostic de Simone de Beauvoir, correspond en fait à une masculinité déguisée et qui en fait absorbe sous lui le vécu singulier de la femme, mais prétend pour autant quand même le représenter pour elle et à sa place, parler pour elle en fait, elle qui justement pendant des millénaires a été considérée comme mineure. Si on reprend par exemple la formulation d'Emmanuel Kant, ou dans des termes de Beauvoir comme la vassale de l'homme. Alors bien entendu, Beauvoir est par exemple à sa suite dans le diagnostic qu'en fait Manon Garcia dans son ouvrage récent On ne n'y est pas soumise, on le devient, en 2018, Beauvoir a bien montré que cette vassalité de la femme, eh bien, c'est un état auquel celle-ci a elle-même, entre guillemets, consenti, au sens où, par exemple, Étienne de la Boétie, en son temps, à propos de la structure des dominés, parle de servitude volontaire. Et d'ailleurs, Beauvoir y fait elle-même référence à Étienne de la Boétie, sans pour autant confondre le statut de la femme et celui des dominés en général. Mais bref, on comprend bien que le diagnostic critique de Simone de Beauvoir la conduise durant tout le IIe siècle à visibiliser, à contrario, le vécu phénoménologique de la femme, et en l'occurrence ici son vécu érotique, sexuel singulier, comme elle l'écrit elle-même dans ce chapitre de la femme indépendante. Alors aujourd'hui, en fait, ce que je voudrais montrer, c'est que le propos et la proposition de Simone de Beauvoir, en réalité, est plus complexe que cela, et à mon sens aussi plus intéressante encore, si on peut le dire, parce que c'est déjà quand même aussi un moment important, et qu'à ce propos, en fait, elle se présente comme la complexité que je voudrais relever, qui va plus loin encore que ce diagnostic, à mon sens. Elle résulte comme précurseur ou pionnière d'une évolution également des différentes vagues du féminisme. Et notamment, elle pourrait raisonner ou rencontrer un propos beaucoup plus contemporain encore, qui met en avant précisément des dimensions comme l'intersectionnalité ou l'inclusivité. Donc c'est cette notion d'inclusivité sur laquelle je voudrais me pencher, en la revisitant à l'aune justement du travail de Simone de Beauvoir. Donc une phénoménologie inclusive de la relation sexuelle. Donc cette notion d'inclusivité aujourd'hui, elle est assez fréquente, voire banale. On en parle beaucoup à propos de l'écriture inclusive ou dans les discours politiques. Et évidemment, elle désigne au premier chef l'inclusion du féminin, par exemple dans l'écriture. Donc elle a plutôt ce mouvement-là, évidemment. Mais en fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est, dans ce que je vous propose, c'est de prendre appui sur ce mouvement, cette dynamique, et la faire porter, en réalité, sur le vécu masculin lui-même. Ce que relève la notion d'inclusivité, eh bien, c'est que l'expérience vécue des femmes ne saurait être traitée de façon isolée, séparée, voire invisible, en tout cas abstraite,
de la relation elle-même. Et en fait, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est comment on pourrait justement utiliser cette notion d'inclusivité, y compris pour y réinclure le vécu masculin. Alors, en disant cela, en fait, ce que je voudrais faire, c'est montrer comment, dans le deuxième sexe, dans un chapitre en particulier que je voudrais explorer, eh bien, l'expérience vécue singulière des femmes ne revient pas à être traitée de façon opposée à celle des hommes, ou a fortiori en excluant cette dernière. Parce que si on faisait cela, évidemment, on s'intéresserait de façon, encore une fois, donc, très polarisée à l'expérience du vécu érotique des femmes, pour une raison légitime, bien sûr, comme je l'ai dit, qui consiste à l'arracher à l'invisibilité, ou à la requalifier. Et évidemment, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas assez, et de plus, ce n'est pas en réalité ce que fait Simone de Beauvoir. Donc en fait, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de montrer, à l'aide de quelques exemples particuliers, dans le deuxième sexe, en particulier dans un chapitre qui traite de façon détaillée de la relation sexuelle, je voudrais montrer justement comment Simone de Beauvoir en fait procède à une description inclusive. Et ce que je voudrais montrer, c'est que en ce sens, eh bien, elle propose une description qui analyse de façon, je dirais, bipolarisée cette relation, en faisant droit tout autant au vécu érotique de la femme qu'au vécu érotique de l'homme, et ce de façon différenciée. Dans un deuxième moment, en fait, je relèverai deux points qui me paraissent aller plus loin, permettent d'aller plus loin dans cette inclusivité, et donc qui sont aussi un peu des limites ou des réserves par rapport aux propos de Simone de Beauvoir. Donc aujourd'hui, en fait, mon propos sera centré exclusivement sur le chapitre 3 du volume 2 du deuxième sexe, qui s'intitule « L'initiation sexuelle ». Donc c'est un long chapitre de 45 pages. Évidemment, je ne vais pas l'épuiser pour autant, donc je vais en donner quelques éléments, quelques indications. Ce chapitre, il est lui-même précédé, comme vous le savez, d'un chapitre intitulé « Enfance », un autre intitulé « La jeune fille », et il est suivi par un chapitre ultérieur qui s'intitule « La lesbienne ». Et dans les chapitres qui suivent, en fait, Simone de Beauvoir décrit des figures de femmes qui correspondent à d'autres âges de la vie, la femme mariée, la mère, ou à d'autres statuts sociaux, sexuels, prostituée et étahir, et de la maturité à la vieillesse. Et au fond, en fait, tous ces chapitres, en réalité, et déjà dans le volume 1 du deuxième sexe, eh bien, dans tous ces chapitres, Simone de Beauvoir s'attache à décrire le vécu corporel, relationnel, social, historique et générationnel des femmes, en insistant, c'est vraiment son fil rouge, sur le fait que ce vécu a toujours été pensé depuis le vécu et depuis la représentation masculine, donc par projection. Donc on pourrait penser que dans ce cas précis également de la relation sexuelle, eh bien, ce diagnostic critique s'applique et qu'il sera a fortiori accentué, je dirais, dans la mesure où l'expérience sexuelle érotique Simone de Beauvoir l'affirme également à d'autres endroits, c'est le lieu par excellence, c'est le lieu archétypal où l'homme a construit sa domination sur la femme, a construit sa représentation et son invisibilisation par une projection. Et donc on pourrait penser que dans ce chapitre en particulier, dans cette description, eh bien, on va avoir une accentuation de ce trait. Comme le dit souvent Simone de Beauvoir dans d'autres textes, l'intime est politique, dans une identité qui demande à être encore développée. Alors je voudrais en fait montrer, par un examen renouvelé de ce chapitre qui me semble cardinal de ce point de vue-là, que la situation est beaucoup plus complexe dans la façon dont Simone de Beauvoir s'y prend dans ses descriptions, et qu'en fait elle produit un diagnostic qui va d'une certaine manière pas forcément complètement à l'encontre de cette ligne majeure que je viens d'énoncer, mais en tout cas au moins elle a pour intérêt de la nuancer, de la complexifier. Donc dans ce chapitre, en fait, je ne m'intéresserai pas particulièrement à ce que Simone de Beauvoir met en évidence en termes de distinction entre sexe et genre, terme qui n'est pas évidemment son terme puisque c'est antérieur aux travaux sur les études de genre. Je ne m'intéresserai pas à ces questions et je ne m'intéresserai pas non plus finalement à la dimension
spécifiquement érotique de la relation qui est décrite dans sa différence avec la relation sexuelle ou la distinction du genre. Ce n'est pas mon objet pour ce travail, ce que j'ai déjà un peu fait dans la conférence de la journée Alter. Aujourd'hui, en fait, je voudrais essayer de faire ressortir, donc comme je l'ai dit, cette différenciation du vécu sexuel érotique, je prends les deux termes ensemble, et donc dans sa polarisation entre masculin et féminin. Donc en fait, le fil conducteur de mon propos est assez simple. Il s'agit d'essayer de montrer comment Beauvoir, dans sa description de la relation sexuelle érotique, inclut le vécu masculin dans sa différence par rapport au vécu féminin. Alors, encore une remarque avant de faire cette petite démonstration, on va dire, à l'aide du texte, avant de m'engager dans cette lecture, qui se veut une esquisse de démonstration, parce que je n'épuiserai pas évidemment tout le chapitre. Je voudrais, avant d'en venir à ce point, je voudrais examiner rapidement, et là aussi à titre indicatif, en fait, la posture descriptive de Sartre dans L'être et le néant, notamment dans le chapitre 3 de la troisième partie, donc la troisième partie qui s'intitule « Le pour autrui », et de chapitre 3 donc, qui s'intitule « Les relations concrètes avec autrui », comme vous savez. Alors, on se rend compte, en fait, en regardant de plus près ce chapitre, que les descriptions que propose l'amant de Beauvoir sont bel et bien situées, à savoir, elles sont bien produites depuis le point de vue structurellement en première personne de l'amant, ici de l'homme, et non de la femme. Et le « je » qui parcourt en fait l'ensemble du chapitre, et pas seulement d'ailleurs ce chapitre, et qui se pose donc par rapport à un autrui ou par rapport à un autre, est bien positionné, est bien situé dans sa masculinité. Pour autant, dans un certain nombre de passages de ce chapitre, eh bien, on a une analyse qui reste très structurelle et qui reste très neutre et finalement et non genrée, dans la mesure où on raisonne essentiellement dans les catégories je, autre, je, autrui, sans véritablement impliquer finalement une situation ni genrée ni sexuée. Donc on a une sorte de confusion, ou en tout cas de non-distinction, mais en même temps de présence d'une figure située qui, à intervalles réguliers, apparaît sous la figure de l'amant, justement. Mais peut-on peut-être se poser la question comme à l'insu de l'auteur lui-même? Est-ce que c'est véritablement une volonté avérée de situer son propos, ou est-ce que c'est comme si, d'une certaine façon, cette dimension lui avait échappé à un moment de son analyse? C'est une question qu'on peut se poser. Et j'en veux pour preuve ce passage, donc je vais me permettre de vous citer rapidement, qu'on trouve dans L'être et le néant, donc aux pages 415-416, c'est un passage cette fois assez court, et où Sartre nous dit la chose suivante. « Pourquoi l'amant veut-il être aimé ? Si l'amour, en effet, était pur désir de possession physique, il pourrait être, en bien des cas, facilement satisfait. Le héros de Proust, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce passage, parce qu'on revient à Proust, le héros de Proust, par exemple, qui installe chez lui sa maîtresse, peut la voir et la posséder à toute heure du jour, et a su la mettre dans une totale dépendance matérielle. Donc qui installe un devrait être tiré d'inquiétude. Il ne devrait pas avoir de problème, puisqu'il a créé cette relation de possession. On sait pourtant qu'il est au contraire rongé de soucis. C'est par sa conscience qu'Albertine échappe à Marcel, lors même qu'il est à côté d'elle, et c'est pourquoi il ne connaît de répit que s'il la contemple pendant son sommeil. Il est donc certain que l'amour veut captiver la conscience, mais pourquoi le veut-il et comment ? Cette notion de propriété, par quoi on explique si souvent l'amour, ne saurait être première, en effet. Pourquoi voudrais-je m'approprier autrui, si ce n'était justement en tant qu'autrui me fait être ? Alors, dans ce petit passage, ce qui m'intéresse, c'est, la thèse de Sartre, on la connaît, c'est cette thèse donc à la fois de l'amour-possession et en même temps de l'amour-échappement. Là, on le voit très bien, comment justement c'est la conscience qui permet de s'échapper du regard de l'autre, qui veut justement capter. Donc ça, c'est relativement connu. Ce qui m'intéresse davantage, c'est le jeu en fait, d'alternance qu'on trouve chez Sartre entre à la fois une situation du propos
à travers cette figure donc, de l'amant qui apparaît ici et la figure de la femme qui est donc présentée comme la maîtresse. Donc là, on a bien une situation sexuée qui est très clairement notée dans les coordonnées qui sont celles de Proust et que Sartre reprend en partie à son compte. Mais on a en fait en amont et en aval, on le trouve dans la fin de la citation que j'ai donnée, on retrouve finalement une neutralisation de cette situation à travers les catégories donc, du je et d'autrui qui reviennent et qui viennent comme généraliser et neutraliser quelque chose qui a pourtant été situé d'une manière extrêmement particulière et spécifique, et situation sur laquelle on pourrait revenir, et justement Simone de Beauvoir va désamorcer ou proposer de situer les choses autrement. Donc cette situation de l'amant, ici genrée, eh bien l'illustration et l'illustration par la situation proustienne du héros Marcel, donc qui cherche désespérément à posséder Albertine. Et donc on voit bien dans la citation que j'avais proposée au tout début de mon propos comment justement cette possession ne pouvait pas s'opérer complètement et comment elle laissait toujours finalement la figure d'Albertine et l'existence, la réalité d'Albertine irréductible à cette possession. Donc on est dans une sorte de recherche désespérée. Eh bien, cette situation, elle manifeste le tour de passe-passe par lequel Sartre prend son lecteur, sa lectrice, et au fond se prend lui-même à son insu, puisqu'il neutralise cette situation genrée de la relation érotique en la reformalisant dans une structure jeu-autrui, soi-disant universelle, mais finalement en l'illustrant, c'est-à-dire en proposant cet exemple, eh bien, il est rattrapé malgré lui par sa situation inévitablement genrée, tout en prétendant pourtant l'universaliser. Donc, vous voyez, on est dans une sorte de circularité, dans une sorte d'auto-dupri qui s'aggrave en fait, qui s'aggrave d'ailleurs dans la suite du texte par la mise en scène des attitudes psychopathologiques que Sartre met en évidence, sado-masochistes, donc dans cette sorte de polarisation, qui sont présentées comme universelles, comme neutres, alors qu'elles définissent en fait une forme de relation érotique et une forme de relation érotique dégradée, et donc qui répondent bien finalement à cette non-explicitation de la situation genrée que Sartre pourtant convoque. Bref, il me semble que dans le cas de Sartre, qui est assez emblématique de ce point de vue-là, qui est particulièrement intéressant parce qu'en fait, d'une certaine manière, il joue le jeu de la situation, mais en réalité, il ne s'y tient pas. Et bien dans son cas, on a une situation genrée qui ne dit pas son nom et qui se fait passer pour universelle, et un point de vue masculin finalement qui est exclusif en la figure de l'amant et qui est le projecteur de représentation de la situation. Et donc à partir de là, je voudrais voir à présent comment Beauvoir s'y prend dans sa propre description de la relation érotique et dans ce que j'ai nommé donc une bipolarisation et différenciée. Et donc ce chapitre, l'initiation sexuelle, à mon sens, est assez emblématique de la complexité de la description de Simone de Beauvoir. Donc en fait, dès le début, dans ce chapitre, Beauvoir tient en réalité, et c'est ça qui va me servir de cadre d'analyse, deux lignes d'analyse en parallèle. D'une part, un diagnostic qui est le diagnostic critique que l'on connaît, qui d'une certaine manière a une teneur politique au sens large, qui est finalement argumenté à partir d'une phénoménologie de la passivité de la femme, et asymétrique donc du vécu masculin posé comme un vécu d'activité. Donc on a d'une part cette ligne d'analyse qui est assez connue, et que Simone de Beauvoir reprend à son compte en partie. Et d'autre part, on a la mise au jour, cette fois d'une ligne que je nommerais descriptive, donc des vécus érotiques différenciés de l'homme et de la femme, et d'une certaine manière bisitués. Donc je voudrais décliner en fait ces deux lignes d'analyse sur trois moments principaux du texte, en fait, en suivant la chronologie des pages, pour essayer de voir si ce cadre d'analyse fonctionne, d'une part. Donc une ligne d'analyse politique, à chaque fois c'est des lignes phénoménologiques si vous voulez, mais l'une est plus orientée politiquement parce qu'elle fait apparaître une asymétrie
et elle instaure une relation de pouvoir, et l'autre se cale plutôt sur un vécu analysé en différenciation et en synergie finalement des deux vécus. Donc c'est pour ça que je l'ai nommé descriptif. Donc pour ce qui concerne la première ligne, donc, que je nomme politique, eh bien, elle est énoncée par Simone de Beauvoir comme situant la femme au service de l'homme, celui-ci étant celui qui éveille le désir, et en termes phénoménologiques, politiques, l'homme prend, la femme se donne, et donc on est dans un schéma que la phénoménologie d'ailleurs a abondamment repris à son compte, justement dans une certaine phénoménologie de la passivité. Dans l'autre ligne, que je nomme ici descriptive, mais en un sens situé et bipolarisé, en parallèle, eh bien, l'érotisme masculin va se caractériser par, Simone de Beauvoir le nomme, par sa simplicité. Il est essentiellement éjaculatoire, tandis que l'érotisme féminin va être déterminé comme double, c'est-à-dire ou à la fois ou alternativement, comme clitoridien et vaginal. Bon, on a des données ici qui sont à la limite physiologiques, on pourrait dire, mais sur lesquelles Simone de Beauvoir s'appuie pour dégager des propriétés différentes de l'érotisme masculin et de l'érotisme féminin. Et ces propriétés, elles ne sont pas, elles sont essentiellement descriptives parce qu'en fait, elles reflètent la situation de la relation et de la dimension sexuelle en fait qui est en jeu chez l'un et chez l'autre. Donc cette double ligne d'analyse politique et descriptive se complexifie, à mon sens, en se corrélant quand Simone de Beauvoir fait ressortir la situation singulière de la femme dans l'érotisme, comme caractérisée par sa dimension double, justement, c'est-à-dire à la fois active et passive. Tandis que, de façon plus simple, Simone de Beauvoir nous dit « l'homme refuse le rôle passif ». Donc on peut dire que à travers ce premier temps dans le texte, la passivité complexe de la femme tient, selon Beauvoir, à ce que l'on pourrait nommer, et elle reprend ici des termes issus d'autres approches phénoménologiques, sa facticité, donc ça c'est plutôt un terme issu de Heidegger, où elle se fait passive. Donc vous voyez, dans le se faire passive, on a une dynamique de passivité qui est en même temps active, ou sa réceptivité, ça c'est un terme plutôt emprunté à Husserl, pour décrire justement sa capacité, l'ouverture et la forme de disponibilité qui en même temps n'est pas une passivité au sens d'un subir, mais une ouverture. Donc cette ligne descriptive, donc cette deuxième ligne descriptive, a l'intérêt, à mon sens, d'intégrer la première ligne, la ligne politique, en l'intériorisant, et donc en intégrant en fait la dualité externe prendre-donner, donc le schéma qui en même temps traverse également le texte de Simone de Beauvoir à d'autres moments, mais en l'intégrant dans une seule et même situation, dans une seule et même structure de passivité active. Ainsi, la femme n'est plus seulement division, comme le dit Simone de Beauvoir, c'est-à-dire inscrite dans cette dualité, il faut être soi à soi, dans un choix impossible entre un être passif et un être actif, mais elle devient justement porteuse de cette complexité. Donc ça, c'est dans un premier temps du chapitre, on a cette, vous voyez, c'est assez complexe dans l'analyse, il me semble, et bon, ça demanderait évidemment plus de temps pour être développé, mais il me semble qu'on a cette sorte de complexification. Le deuxième temps du chapitre 3, grosso modo à partir des pages 156 et suivantes, et sur une vingtaine de pages, c'est assez long, est tout entier placé sous le signe de la relation sexuelle normée, à la fois socialement et biologiquement, en termes de pénétration. Donc c'est un point sur lequel Simone de Beauvoir insiste énormément. Elle consacre près de 20 pages donc, à décrire les différentes composantes, justement à la fois descriptives et politiques, de la relation sexuelle placée dans cette dynamique-là. Et à nouveau, il me semble qu'on voit apparaître deux lignes de force qui se mettent en place durant ce deuxième temps, à la fois d'une part une ligne politique donc, et une ligne descriptive. La ligne politique, eh bien, elle engage la situation à nouveau asymétrique de la femme par rapport à l'homme, caractérisée, selon les termes de Simone de Beauvoir, par une dépendance plus profonde, entendue sous le registre bien connu dans son discours de corps-objet, face au désir de l'homme,
est concrètement située spatialement, concrètement, en relation de dominé-dominant. Hein, et donc Simone de Beauvoir nous dit très simplement, elle est pendant le coït sous l'homme, donc selon un schéma reproduit spatialement de soumission-domination, avec la relation évidemment de pouvoir que cela implique. Mais toutefois, à nouveau, parallèlement à cette ligne politique, qui est ce que l'on retient le plus souvent d'ailleurs de la lecture beauvoirienne, il y a au moins, qui est moins vue, une ligne descriptive qui à nouveau nous restitue une bipolarisation et une différenciation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette ligne descriptive, elle n'est pas pour autant neutre, donc elle ne neutralise pas en fait la situation, mais elle fait jouer des valeurs différentes qui répondent en fait aux vécus axiologiques différents de l'homme et de la femme, et qui s'ancrent eux-mêmes, ces valeurs s'ancrent elles-mêmes dans la réalité organique corporelle du vécu. Donc je vais retenir ici 2 traits descriptifs axiologiques de ce vécu bipolarisé, de la dynamique de la relation sexuelle sous l'angle de l'action et de l'activité de la pénétration. Pour la femme, nous dit Simone de Beauvoir, la pénétration est, dit-elle, une action définitive et irréversible, car la première relation sexuelle se matérialise concrètement dans un changement d'état du corps. Et concrètement, donc, ça correspond donc à l'ouverture de l'hymen, de la membrane, qui est ouverte donc par la pénétration. Pour l'homme, l'action de pénétration, qui a pour effet également un changement d'état, ce qu'on nomme de façon familière une forme de dépucelage, peut apparaître aussi définitif et irréversible. Donc ça, Simone de Beauvoir ne le dit pas, elle ne le dit pas sous cette forme-là, mais il ne se matérialise pas aussi nettement par un changement de statut de l'organe, par exemple, qu'est le pénis. Donc on a une différenciation qui demanderait à être explorée davantage, évidemment, mais qui permet de situer finalement la dynamique qui est en jeu dans cette relation particulière. Deuxième trait noté par Simone de Beauvoir, dans ce même cas de figure, il concerne, dit-elle, le fait de la pénétration. Et elle nous dit, l'homme n'engage dans le coït qu'un organe extérieur, la femme est atteinte jusque dans l'intérieur d'elle-même. Fin de citation. Donc cette différence, elle rend compte de la valeur différentielle du vécu de la pénétration, qui tout à la fois restitue, visibilise le vécu de la femme, vécu nommé par Simone de Beauvoir intérieur et global, et le relie au vécu de l'homme, vécu plus focal, plus local, et situé davantage dans l'extériorité. Le troisième temps du chapitre, je ne le développe pas autant, fait droit à des vécus qui sont reliés à la temporalité de l'après-relation sexuelle et fait état du désir de durée en jeu pour le vécu de la femme, et au contraire du désir d'action et de changement de situation, de passer à autre chose en jeu dans le vécu de l'homme. Donc je ne développe pas davantage pour des raisons de temps. Alors, bien entendu, la description de Simone de Beauvoir reste située par la perspective du vécu féminin. Et évidemment, comment ne le serait-elle pas, d'une certaine façon. Elle est donc en première personne, cette description, mais elle a l'intérêt, à mon sens, d'inclure le vécu masculin, donc d'être aussi en deuxième personne, même si ce vécu peut apparaître encore peut-être vu de manière un peu trop vite, un peu trop rapide, et être vu aussi par le vécu féminin. Ainsi, et là j'en viens à des points de limite et peut-être de développement ultérieur requis, on pourrait explorer plus finement, en proposant une description explorant en première personne le vécu masculin lui-même, ce que finalement Simone de Beauvoir ne fait pas, et de toute façon ce n'est pas son objectif et ce serait contradictoire avec son propos, mais ce que Sartre ne fait pas non plus d'une certaine façon. Donc explorer en première personne le vécu masculin, description dès lors nécessairement réalisée par un homme, par exemple sur les 2 traits dégagés, à savoir le changement d'état corporel en jeu donc, lors de la relation sexuelle et du moment donc, de pénétration, et le caractère local et extérieur de l'organe pénétrant. Ces descriptions demanderaient à être précisées,
Et par hypothèse, en attente d'une description effective, on pourrait se demander si l'organe pénétrant, le pénis, ne change-t-il pas aussi d'état après la première fois, même si c'est sans doute dans une temporalité plus longue, un processus de découverte. Est-elle purement, cette pénétration est-elle purement externe et locale, puisque là on a des traits de différenciation mais qui pourraient demander à être affinés. Est-ce qu'elle n'engage pas elle-même le corps organique entier de l'homme, en termes de température, de sudation, etc. Donc évidemment, ça demanderait à être décrit beaucoup plus avant, et ce n'est pas ce que fait Simone de Beauvoir au stade où elle décrit, mais ce serait intéressant de prolonger finalement cette amorce d'une inclusivité du vécu masculin lors de la relation sexuelle, en synergie et en différenciation avec la description du vécu féminin. Donc ça demanderait à être évidemment déployé plus avant. Mais on peut reconnaître, à tout le moins, à la description axiologisée et bipolarisée de Simone de Beauvoir, d'offrir une première ouverture en ce sens, qui, à mon avis, est assez inédite, et en tout cas qui est totalement absente des descriptions phénoménologiques des phénoménologues hommes. Alors évidemment, pour aller plus loin dans cette direction, il me semble que 2 dimensions devraient être développées. Et là, c'est un temps un peu conclusif maintenant. Ce qui permet aussi de faire ressortir un certain nombre de limites du diagnostic beauvoirien sur la base de son avancée. En effet, Simone de Beauvoir nous propose de façon générale une approche du corps et du corps sexué et sexuel de la femme qui est historiquement située dans le cadre d'un télos qui est celui sociopolitique et historique de la libération de la femme. Donc bien sûr, ce point reste d'actualité. Donc, quand on prend en considération le nombre troublant, par exemple, de féminicides dans le monde, et évidemment aussi l'émergence de ce terme, même de féminicide, qui n'était jusqu'alors pas identifié en tant que tel. Donc bien sûr que cette dimension, elle reste tout à fait actuelle aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un propos caduc de ce point de vue-là. Mais on pourrait penser que cette vision du corps, donc qui est motivée également par des enjeux sociaux, moraux et politiques, tend à minorer, peut-être, voire à invisibiliser, donc là je reprends à mon compte et à contrario cette notion, à invisibiliser une autre dimension de l'expérience corporelle de la femme et de l'homme d'ailleurs, parce qu'en réalité le corps de la femme est vu par Simone de Beauvoir le plus souvent comme un corps aliéné, comme un corps pesant, comme un fardeau, et celui de l'homme comme un corps libre, conquérant, en pleine expansion de son désir d'être et d'agir. Alors évidemment ce n'est pas faux, mais on pourrait considérer que c'est insuffisant, et qu'il serait utile, pour faire droit à d'autres dimensions de l'expérience corporelle de l'homme et de la femme, de décrire certains éléments, d'une part, de positivité du corps féminin, par exemple son endurance, sa relation plus intime à elle-même, son incarnation, la connaissance qu'elle a davantage de son corps. Par exemple, toutes les descriptions que Simone de Beauvoir fait de l'expérience de la grossesse sont des expériences extrêmement négatives. On pourrait imaginer qu'il y a quelque chose à apporter là dans la description de l'expérience corporelle des femmes. Et parallèlement aussi, d'engager des descriptions de la négativité du corps de l'homme. Donc de ne pas le voir uniquement dans sa dimension de corps libre, conquérant, actif, mais aussi de décrire des dimensions de son aliénation, donc de sa dépossession de lui-même, ou de son absence de relation à lui-même, de son absence de relation corporelle à lui-même, qui le mettent parfois en position de traiter son propre corps à distance de lui-même comme un objet externe, par exemple. Mais évidemment, ça demanderait à être décrit beaucoup plus. Et pour avancer dans l'affinement de cette bipolarisation inclusive, donc des vécus masculins et féminins, évidemment, c'est un deuxième point de réserve et de limite du propos de Beauvoir. Une méthode phénoménologique descriptive beaucoup plus fine paraît requise. En effet, si Simone de Beauvoir nous fournit déjà une situation descriptive qu'on peut nommer évidemment de type existentiel, donc qui prend en considération la situation, et qui fait donc droit d'un côté au vécu en première personne au sens large du terme, et de l'autre à des enquêtes sociologiques, cliniques et statistiques, il est évident que cette distinction d'approche
ne peut que, de manière assez préliminaire, être nommé justement en première personne pour l'approche de l'expérience vécue et en troisième personne pour l'approche quantitative ou quantifiée, dans la mesure où finalement cette approche reste très structurelle, y compris dans la description du vécu. Et évidemment, pour affiner la qualité descriptive de la relation sexuelle à travers ces vécus différenciés des hommes et des femmes, eh bien, il conviendrait, à mon sens, de mettre à profit les ressources de l'approche micro-phénoménologique qui permet une description située d'un vécu singulier, d'un sujet donné. Alors évidemment, ça suppose un type de travail d'entretien, d'analyse, de description et de comparaison de description en première personne avec les descriptions des structures d'expérience déjà disponibles dans les textes, par exemple, de Simone de Beauvoir, mais pas seulement, parce qu'à titre comparatif, on pourrait aussi aller justement regarder de plus près les descriptions de Sartre, de Merleau-Ponty, de Lévinas, de Marion, d'Henry, voire de Husserl lui-même. Bref, voilà, tout un chantier de travail phénoménologique en perspective sur lequel je ne vais pas m'appesantir maintenant, parce que ce serait l'objet d'un autre propos. Mais il m'a semblé intéressant de porter le projecteur sur des éléments descriptifs extrêmement précis qui ne sont pas forcément pris en considération dans les travaux qu'on peut connaître actuellement et qui sont relativement encore peu nombreux finalement, en tout cas en France, sur Simone de Beauvoir. Voilà, je vous remercie de votre attention et je me réjouis de l'échange qui va s'en suivre peut-être. Merci beaucoup Nathalie. Je crois qu'on ne me voit pas sur l'écran, mais c'est pas grave. Bien tout de suite, on passe aux questions, peut-être aux questions de la salle en premier, si quelqu'un ou peut-être je peux Aurélien. Merci Nathalie pour cet exposé qui m'intéressait beaucoup d'avoir un peu ton éclairage, toi, ta vision sur Beauvoir, parce que justement, je suis complètement d'accord avec... Pour savoir qui est-ce qui parle, c'est moi. C'est Aurélien. D'accord, ok, j'étais pas sûre. Pas sûr. Oui, non, je te remercie beaucoup pour cet exposé parce que je pense que ça pose bien, en tout cas, le rôle vraiment important, fondateur de Beauvoir dans cette réflexion sur l'équivocité de l'éros, enfin, ou bipolarisé et différencié, comme tu dis. Et puis, donc, est vraiment fondateur. C'est vrai qu'il faut... je pense, en tout cas moi, je trouve qu'il faut réinvestir justement cette fondation qui n'a pas été reprise par les phénoménologues hommes à la suite, comme tu l'as très bien dit. Donc ça, c'était un premier point très important. Et puis, je rejoins complètement ton analyse de ce chapitre-là avec ces deux lignes parallèles entre la ligne politique et la ligne descriptive. D'ailleurs, c'est vrai que c'est entremêlé, hein, elles sont parallèles, mais c'est des parallèles qui s'entremêlent. Et donc, il faut des fois faire... Moi, j'ai l'impression que c'était intéressant de faire la part comme tu l'as faite. Peut-être encore... je voulais te poser la question de savoir si toi, tu ne l'aurais pas davantage encore, on ne pourrait pas le faire encore davantage dans la mesure où on pourrait dire que quand elle aborde l'érotisme, on va dire, radieux entre les amants qui se reconnaissent mutuellement comme des semblables libres, est-ce que finalement, elle n'arrive pas à atteindre, même si cet érotisme est peut-être en devenir encore, est-ce qu'elle n'arrive pas à atteindre une description qui ne serait plus située seulement, oui, tu vois, avec des descriptions aliénantes de son époque? Est-ce qu'à ce moment-là, elle ne retombe pas sur quand même quelque chose de l'ordre peut-être de ces structures existentielles, tu vois, de l'érotisme? Moi, c'est un peu, pour rien me cacher, c'est un peu dans ce sens-là que je lis un peu ce chapitre et j'ai l'impression que, comme tu l'as dit, il faut prolonger un peu ça pour s'extraire un peu, essayer de prendre un peu de hauteur par rapport aux situations situées, historiques et sociologiques, et puis essayer d'affiner en fait la description existentielle de cette équivocité de l'éros. Oui, merci beaucoup Aurélien. Enfin, je suis contente qu'on puisse prolonger cet échange. Vous m'entendez? Oui, très bien. On m'a dit que ma connexion était instable. Non, ça va? Oui, merci. Donc, je suis ravie de pouvoir prolonger des échanges qu'on a déjà eus ensemble, Aurélien, à ce propos. Et effectivement, en fait, c'est vrai que j'ai choisi d'accentuer la différenciation, un peu pour des raisons méthodologiques aussi, parce que, comme tu as très bien dit, je pense qu'il y a effectivement dans le texte de Beauvoir quelque chose qui est plus entremêlé, donc qui est moins clarifié. En fait, je pense en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est une sorte d'herméneutique de ce chapitre à gros traits.
parce qu'en réalité, je pense que ces deux lignes, elle ne les a pas elle-même distinguées et donc son propos fonctionne de manière implicite. Donc j'aurais peut-être dû le dire davantage. Effectivement, j'ai fait un choix un peu d'explicitation pour donner à voir des dimensions qui apparaissent, mais qui ne sont pas forcément, elles-mêmes n'a pas pris en charge de manière méta l'explicitation de ces deux dimensions. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Et peut-être ce serait aussi une façon d'accentuer voilà, des limites qu'on peut trouver dans ce chapitre, parce que précisément, ce n'est pas suffisamment explicité. Donc c'est vrai que j'ai fait le choix de ne pas trop forcer sur ce point-là pour mettre en évidence davantage l'intérêt, hein, mais tu as raison. Je pense que de fait, c'est plus intriqué que cela, et donc moins forcément clair que ce que j'ai présenté. Alors concernant le deuxième point sur la mise en relation finalement comment dire, des deux libertés, hein, parce que quand il est question des amants voilà, qui se retrouvent et qui finalement entrent dans une relation qui va pouvoir être plus comblante, enfin, disons, ou positive, on a à ce moment-là ce schème de la liberté qui apparaît, qui est très fort, et qui en fait, je pense, correspond effectivement à une position de Simone de Beauvoir. Ensuite, c'est vrai que, comment dire, moi, ce n'est pas les passages que je trouve les plus intéressants dans le deuxième sexe. C'est-à-dire, je trouve que c'est un peu une... alors, soit j'ai tendance à l'analyser comme une sorte de reprise de Sartre, mais moins bien. Donc, comme si, voilà, elle faisait une concession à ce moment-là, pas forcément sans comment dire, un peu à son insu, à un schéma de pensée qui est celui de Sartre et qu'elle reprend à son compte. Alors après, on ne sait pas trop qui a repris quoi à son compte, hein, parce que voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on en a dit. Mais bon, malheureusement, enfin, dans la réception des textes, c'est vrai que c'est un peu Sartre qui a quand même mis ça beaucoup en avant. Donc du coup, on est un peu embêté. Et d'autre part, là aussi, pour moi, ce n'est pas forcément les moments les plus intéressants ou les plus originaux de Simone de Beauvoir, même si je comprends que ce soit peut-être les moments qui, toi, t'intéressent, Aurélien, par rapport à ton travail de recherche. Mais je les trouve finalement un peu décevants, parce qu'en fait, je trouve que c'est régressif ou que ça reconduit comment dire, des modes de représentation de la relation de l'homme et de la femme qu'elle a justement cherché à désamorcer ou à déconstruire dans des passages autres. Comme une sorte d'idéalisation, tu vois, que voilà, en fin de course, bah oui, finalement, on est tous heureux et tout va bien. Enfin, j'exagère un peu, mais je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais simplement, en tout cas, si on s'en tient au texte de Simone de Beauvoir, je ne trouve pas que ce soit là qu'elle est la plus novatrice. Donc voilà, c'est un peu pour ça en fait que je ne l'ai pas mis en avant, mais c'est vrai que ça vaudrait le coup de le dire, en tout cas tel que moi je le... Je sais pas si, peut-être, enfin je pense que toi tu ne vois pas les choses comme ça. Ça serait à discuter. C'est vrai que je ne sais pas si dans la sexualité un peu authentique que Beauvoir met en avant, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses quand même que Sartre, sur lesquelles il n'insiste pas. Par exemple, justement, ce que tu as dit, l'activité réceptrice du féminin, sa capacité d'abandon, de durée, etc. Ça, justement, je trouve que ça met en avant un éros féminin que Sartre a négligé. Tout à fait, tout à fait. Oui, dans cette dimension-là, oui. Est-ce que ça coïncide avec le schéma, par ailleurs, qu'elle met ensuite en évidence comme étant justement la relation heureuse de deux libertés? Enfin, voilà, à voir si ça va se situer jusque-là ensuite, ou si ce n'est pas finalement un replaquage de catégories qu'elle récupère. Je sais pas. Faudrait regarder de plus près. Mais j'ai l'impression que c'est comme deux niveaux de discours différents, parfois. Okay. Mais merci pour la question, c'est tout à fait important. On a éventuellement d'autres questions dans... Oui. Oui, merci beaucoup pour ces suggestions de lecture, de façon de lire. Est-ce que vous pourriez donner votre nom, parce que je vous vois mal en fait. Gilles Tiberghien. Ah oui, bonjour. Bonjour. D'accord. Alors oui,
Alors, je sais pas, je réfléchissais un peu à la description que les phénoménologues donnaient en général, des hommes en particulier, de la jouissance. Et puis, ce que dit Beauvoir de cette sorte de fétichisation du sexe masculin qui est celui qui pénètre, celui qui est extérieur, par opposition au sexe féminin qui intériorise, etc., en articulant ces propositions à des attendus physiologiques, évidemment. Et je me disais qu'au fond, je ne connais pas vraiment de description phénoménologique de la jouissance masculine. Vraiment, c'est-à-dire pas simplement dire de façon générale, comme le fait Sartre, il le fait très bien, ce que ça pourrait être la jouissance sur un plan au fond plus intellectuel que réellement physiologique. Et il n'y a pas, franchement, je n'en connais pas en tout cas, même Marion ou d'autres, il y a des propositions très générales là-dessus, mais je pense que les femmes en général disent davantage sur la jouissance, au-delà même de Beauvoir, mais dans des romans, que les hommes. C'est-à-dire que les hommes, ils ont une vision conquérante de la jouissance de cette manière. Alors, il ne faut pas tomber dans la caricature, ils ont d'autres visions qui peuvent être plus idéalistes, idéales, mais la description précise et fine de ce que ça peut être la jouissance masculine, je n'en vois pas vraiment. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais et ça serait un très beau chantier à déplier, parce que c'est très complexe en fait. Et je ne crois pas, enfin peut-être que vous allez m'éclairer, qu'il y ait beaucoup de phénoménologues, ou même qu'il y en ait, qui aient travaillé là-dessus. Je vous remercie. Merci vraiment beaucoup pour cette question, parce que d'une certaine manière, c'est vraiment l'objectif de ce que je voudrais faire. Alors, c'est un des chantiers dans lesquels je suis, parmi d'autres, hein, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que l'intérêt des descriptions de Beauvoir, c'est de mettre le doigt sur une dimension de la relation sexuelle, alors la jouissance en particulier, mais il y a évidemment d'autres phases et d'autres dimensions dans tout le processus en fait de la relation sexuelle. Mais bon, la jouissance en est un moment phare, bien sûr. Et c'est vrai que je pense que le projecteur que Beauvoir met, c'est un projecteur justement qui est une sorte de... C'est comme si elle le dit pas comme ça, mais c'est comme si elle tendait une perche aux hommes en disant, mais quid de vos descriptions, quid de votre vécu dans ce contexte. Je suis vraiment d'accord avec vous. En tout cas, dans les textes des phénoménologues qu'on a, c'est-à-dire aussi bien Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, Michel-Henry et Marion, pour l'essentiel, on n'a pas de description, en fait. On n'a pas de description fine du vécu masculin. On s'en tient à des grandes propositions générales, à des grandes représentations de ce que ça doit être, et il y a une sorte de... pour le dire positivement ou élégamment, il y a une sorte de pudeur par rapport à ce vécu, qui effectivement a une dimension intime et singulière, mais comme finalement tout vécu, en fin de compte, et qui du coup n'est pas exploré en tant que tel. Et il me semble que l'intérêt de Beauvoir, il est aussi méthodologique. C'est pour ça que j'ai terminé sur la microphénoménologie, parce qu'il est aussi méthodologique, l'intérêt de Beauvoir. Même si elle-même n'était pas du tout en mesure d'avoir ses ressources de type microphénoménologique, elle a ouvert la voie, par sa manière de d'écrire, à des possibilités de ce genre. Et du coup, elle a un propos qui... c'est pas pour rien que finalement tout son travail a été peu réceptionné, parce que justement, on était pris dans une dynamique d'histoire de la phénoménologie qui était formatée et structurée par un point de vue masculin, qui ne dit pas son nom, puisque justement, on n'a pas de vécu masculin, mais qui s'est formaté de manière structurelle autrement. Et donc, forcément, à partir de là, son propos ne pouvait pas être reçu. Il ne tombait pas sous le bon projecteur, en fait. Il n'atterrissait pas au bon endroit, donc il ne pouvait pas être visibilisé. Et ce que je trouve intéressant depuis quelque temps maintenant, c'est que le fait que la relecture des textes de Beauvoir sous un jour philosophique et phénoménologique, c'est quand même très récent, permet de faire réémerger ces questions et donc de poser des questions de fond concernant la phénoménologie, concernant son histoire, concernant sa construction, concernant sa relation à la description des vécus. Donc, je n'ai pas de... je ne vais pas vous donner de solution parce que j'en ai pas en fait pour l'instant. J'ai pas l'impression qu'on ait ce genre de description et elle demande à être produite en fait.
mais à mon sens, elle demande à être produite avec un type de relation au vécu différent, donc en évitant de reconduire finalement des schèmes de représentation de ce qu'on vit, donc en se disant, voilà, on va maintenant vraiment décrire une expérience singulière, on va prendre à bras-le-corps, c'est le cas de le dire, mon vécu, je vais le prendre à bras-le-corps, qu'est-ce qui se passe dans telle situation? Bon, là, il s'agit de la situation sexuelle érotique, mais ce serait vrai pour d'autres descriptions. Qu'est-ce qui se passe à tel moment quand je vis telle chose? Alors, on aura évidemment une description empirique, mais qui ensuite demande à être établie dans sa variabilité, à produire des invariants. Donc, à la limite, une description qui peut ensuite prendre une procédure qui pourrait suivre des canaux qui sont ceux de l'édétique de Husserl, revisités. Et je pense qu'il y a tout un chantier à mettre en place, en tout cas si on veut vraiment produire des choses nouvelles. Parce qu'évidemment, sinon, on peut reprendre les analyses phénoménologiques qu'on connaît et les commenter. Et ça, on sait très bien faire. Mais est-ce que c'est ça l'enjeu de ce que la phénoménologie nous a proposé de faire depuis Husserl, qui nous dit qu'il faut revenir aux choses elles-mêmes. Donc, prenons-le au mot. Enfin, donc, c'est un enjeu de fond. Mais je suis d'accord avec vous, je ne vais pas prendre trop de temps pour ça, mais je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il n'y a pas de description du vécu masculin singulier. Donc là, sur un cas évidemment particulièrement emblématique, celui de la relation érotique, mais ce serait à faire dans d'autres situations, qui seraient par exemple explicitement masculines et qui ne répondraient pas à un vécu féminin, par exemple. On pourrait très bien imaginer ça, de même qu'on a des descriptions d'un vécu féminin que les hommes ne peuvent absolument pas intégrer, par exemple dans l'expérience de la grossesse, qui est assez emblématique, mais dans d'autres expériences aussi. Donc, et ça ne serait pas jouer l'un contre l'autre, ce serait vraiment produire de la différenciation et de la situation. Donc, merci pour votre question. Je pense que c'est vraiment une question très importante. Il y a Grégory. Vas-y, Grégory, puis après on a une question de Francisco Parra en ligne. Salut Nathalie, c'est Grégory. Je te remercie pour cet exposé. J'ai une sorte de question qui va porter sur la partie de ton exposé que tu n'as pas développée en un certain sens, mais j'introduis rapidement ma question. C'est que tu disais, au fond, c'est vrai qu'en lisant Beauvoir, on a parfois l'impression d'une sorte de reprise de Sartre, peut-être en deçà de Sartre au niveau de la qualité des descriptions. Et ça me faisait penser à en fait, l'emprise incroyable que la description sartrienne de l'érotisme a eue sur toute l'histoire de la phénoménologie. Moi, j'avais regardé ça un peu de près pour Henri, qui reprend en fait, alors il l'inverse pas, etc., mais il reste vraiment dans le même modèle. C'est évident que chez Lévinas, malgré aussi l'inversion, on reste dans un modèle qui est tout à fait analogue. Enfin, et on pourrait dire ça aussi à propos de Marion. Et du coup, je m'interrogeais sur ce que signifie en fait point de vue masculin en phénoménologie. Et je me disais, au fond, indépendamment même de la question de savoir si c'est un homme ou une femme qui peut décrire un vécu, je me disais qu'il y a quelque chose de très masculin en fait dans le modèle sartrien. Et masculin au sens où, finalement, ce qu'il réintroduit dans la phénoménologie, c'est un modèle très hegelien de relations intersubjectives, où ce qui est en jeu, c'est en effet donc, une polarité ou une distinction de l'activité et de la passivité, qui a un sens phénoménologique, mais qui vient évidemment bien plus loin quand on essaie de penser le rapport du masculin et du féminin, ça vient d'Aristote, enfin au moins Aristote, mais surtout où l'enjeu, c'est la question de la liberté, où le problème de la liberté, c'est celui de savoir si la liberté est ce qu'elle est ou si elle est aliénée, etc. Et donc je me disais, mais en fait, est-ce qu'un point de vue féminin, c'est pas aussi... c'est évidemment un point de vue occupé par une femme et qui peut décrire effectivement un vécu féminin en tant que tel, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose comme un modèle féminin de la description intersubjective et un modèle qui justement ne soit pas un modèle conflictuel? C'est-à-dire, au bout du compte, est-ce qu'il n'y a pas une manière de penser la relation érotique autrement que comme un conflit? Et c'est très difficile en phénoménologie à cause de cette emprise du modèle sartrien. Et donc, ma question porte sur Husserl, c'est-à-dire, au fond, le modèle intersubjectif chez Husserl n'est pas un modèle conflictuel, enfin, il ne semble pas. C'est davantage un modèle monadologique où on a non pas un conflit mais une complémentarité où autrui, comme dira Merleau-Ponty qui en son temps est plus husserlien que Sartre, autrui il est de mon côté, il n'est pas en face de moi, etc. Et alors, donc deux questions, est-ce qu'on peut utiliser ce modèle pour penser la relation érotique d'une part, et d'autre part, est-ce que c'est pas ça, si ce n'est un point de vue féminin, du moins une manière de rompre avec un modèle masculin qui a développé son emprise sur toute l'histoire de la phénoménologie?
Voilà ma question, Nathalie. Merci, Grégory. C'est une question à tiroir avec plein de questions. Mais non, mais c'est très bien, hein, c'est très, très bien. Alors, je pense qu'effectivement, ce que tu dis suppose qu'on différencie, et ça doit être important de le faire, je ne l'ai pas fait là, qu'on différencie le point de vue masculin sexué et le point de vue masculin genré, et de la même manière, le point de vue masculin féminin sexué et le point de vue masculin féminin genré. Donc, je ne l'ai pas fait, j'ai expliqué que justement, ce n'était pas l'objet aujourd'hui, mais évidemment, ça demanderait à être fait et clairement, pour éviter justement ces équivoques. Parce qu'en fait, pour dire les choses simplement, effectivement, si tu veux, on est pris dans une double un point de vue masculin ou féminin. S'il n'est pas enraciné organiquement dans une description organique sexuée, risque de devenir une description universalisable, et à nouveau on risque de tomber dans de grosses difficultés si on fait ça. Donc le problème du non-ancrage corporel sexuel d'une description masculine ou féminine pose problème. En même temps, c'est vrai que si on veut avoir un propos philosophique, on va être obligé d'enclencher cette universalisation malgré tout, et de toute façon on le sait, en réalité la dimension féminine ou masculine, elle n'est pas seulement organique ou corporelle. Donc du coup, il me semble que déjà il faudrait faire cette distinction et s'y tenir comme une distinction opératoire, c'est-à-dire pas substantielle, en disant en fait, voilà, il y a une description féminine genrée qui peut être empruntée au moins en partie par un homme au sens biologique du terme, et inversement, il y a des descriptions du vécu masculin genré qui peuvent être mises en scène par une femme au sens biologique du terme. Donc voilà, pour pas donner des exclusives qui en fait sont assez peu productrices de toute façon, même s'il faut être très vigilant, parce qu'en réalité, on peut très vite basculer dans une description qui du coup va perdre de vue justement cette dimension, cet ancrage corporel qui est quand même constitutif de la description. Donc ça, c'est un premier point, un peu de méthode, mais je pense que c'est important de le dire parce qu'autrement, on risque de... Voilà, il faut bien savoir où on est. Mais c'est complexe. Ensuite, sur le deuxième point, qui est plus sur le contenu en fait, des auteurs et des postures et des modèles, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, la posture sartrienne nous présente une relation sexuelle placée sous le signe du conflit, et donc engage des représentations de l'homme et de la femme qui, au fond, sont celles contre lesquelles Simone de Beauvoir va se mobiliser, très clairement. Et qui les emprunte à Hegel. Enfin, il y a des modèles de passivité et d'activité, ça, je suis tout à fait d'accord. Donc ça me semble, si tu veux, en fait, c'est comme si Sartre nous donnait la chose à la puissance en termes de description, parce que non seulement lui-même, biologiquement, il se définit comme un homme, il adopte un point de vue masculin placé sous le signe du conflit au niveau des représentations, il enclenche à ce niveau-là également. Et puis en même temps, en grande partie, il neutralise quand même beaucoup sa description. Donc du coup, on a vraiment un kit complet de tout ce contre quoi Simone de Beauvoir va se positionner. Ensuite, concernant Merleau-Ponty, mais aussi Lévinas et Husserl, c'est vrai qu'on a des positionnements qui sont placés dans un autre cadre. On pourrait rajouter Ricoeur d'une autre façon, puisqu'on a des postures qui se déploient plutôt effectivement dans un mode relationnel et qui font droit à des formes de différenciation, en partie en tout cas. Et donc, on pourrait dire qu'au niveau du modèle, on n'est pas dans un modèle qui serait, si on associe le masculin au conflit et le féminin à la complémentarité ou à la réceptivité, effectivement, on serait plus déporté du côté d'un point de vue féminin. Après, de mon point de vue, ça ne suffit pas trop, parce qu'en réalité, je pense que finalement, les descriptions qui sont proposées par aussi bien Husserl, Merleau-Ponty que Lévinas sont quand même portées par une représentation de la femme qui n'est pas explorée, qui n'est pas interrogée en elle-même. Donc pour moi, ça ne suffit pas d'avoir ce modèle, enfin, même si ça peut être intéressant, ça ne suffit pas parce qu'en réalité, ce qui est mis en évidence, c'est une certaine représentation de la femme, et ça, Beauvoir le dit aussi très clairement en mettant en scène notamment une critique à l'égard de Lévinas comme de Merleau-Ponty,
en insistant sur le fait que ce modèle de la femme passive, réceptive, dans l'abnégation, etc., c'est le modèle qui a été construit par l'homme dans ses propres représentations de la femme. Et est-ce que ça répond vraiment au vécu de la femme? C'est pas du tout sûr. Donc, tu vois, même là, on est pris dans une circularité de construction et de représentation qui sont quand même au départ, de toute façon, l'endroit d'où l'homme projette le sens qu'il accorde au vécu de la femme. Donc même finalement un modèle qui serait placé sous le signe du respect mutuel, etc., et de la complémentarité, on pourrait dire qu'en tout cas dans l'histoire de la phénoménologie, si on s'en tient là, c'est quand même quelque chose qui a été représenté et projeté par l'homme. Et donc finalement la position de Beauvoir, c'est de dire ben non, il s'agit de se réapproprier le vécu, que les femmes se réapproprient leur vécu d'une certaine manière, quitte à confirmer certaines choses, mais en tout cas à l'explorer pour elles-mêmes. Et comme le disait Gilles par ailleurs, je pense que la question, c'est aussi finalement, est-ce qu'en proposant ces modèles, est-ce que les hommes se sont vraiment appropriés leur propre vécu? C'est pas sûr. Ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes dans des représentations, sans le savoir? Je pense que ça va très très loin, en fait. La déconstruction, elle doit être proposée assez en profondeur. Donc, voilà comment je répondrais. C'est vraiment un chantier pour moi, hein, donc je n'ai pas des réponses toutes faites. Donc là, je réfléchis aussi en te parlant. Merci. Peut-être Cynthia, et ensuite la question. Pertinent, comme je vois le temps. Non, mais vraiment. Non, je vais l'envoyer par mail. Moi, j'aimerais beaucoup vous écouter, Cynthia. J'aimerais bien écouter une femme. Une question d'un homme. Oui, j'ai vu en ligne. Mais Pas la mienne, hein, celle de quelqu'un qui a. Francisco, est-ce que vous voulez lire votre question peut-être ou vous préférez qu'on la lise nous? Oui, bien sûr, mais mon accent c'est un peu fort. Donc, merci d'abord beaucoup pour la présentation, Nathalie. Il y a deux choses que je me demandais par rapport à la possibilité d'une microphénoménologie. S'il impliquerait une inclusion pour le fait, pas pour le plaisir, mais pour le fait de décrire l'expérience du corps à niveau érotique, c'est-à-dire plutôt que la particularité de chaque catégorie ou de chaque genre. Et qui aussi mettrait la question du genre entre parenthèses, c'est-à-dire au profit de l'expérience du genre ou de l'expérience du corps avant de l'expérience du genre ou de la catégorie, puisque c'est déjà une chose qui on peut, pour la possibilité d'une phénoménologie, on peut demander, ce n'est pas l'expérience d'un concept appelé sujet, par exemple, mais l'expérience de la subjectivité. Et en fait, par rapport à ça, l'autre chose, c'était un commentaire que j'ai rappelé, je pense que si je ne me trompe pas, dans Violence métaphysique, il y avait un commentaire à totalité infinie, selon lequel Lévinas parlait là d'un point de vue masculin, mais il y avait cette semaine une discussion avec un ami sur la possibilité de considérer une catégorie de lettres, pas de genre, c'est-à-dire dans le sens, mais c'est bien sûr qu'il utilise des modèles de description féminin un peu compliqué, mais la question du féminin, comme il l'appelle là, dans totalité infinie, ne parle pas du femme, mais du féminin. Mais c'est ça. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Francisco. Je pense que c'est des questions vraiment qui sont qui sont profondes parce qu'en fait, elles interrogent ce qui reste chez Beauvoir d'une forme de constructivisme qui ne dit pas son nom parce qu'en fait, elle intervient en deçà même de toute la dimension constructiviste et genrée, et ce n'est pas du tout les catégories dans lesquelles elle s'exprime, hein, donc elle est dans un propos qui se veut existentialiste et donc qui veut tenir compte justement des vécus et de la situation. Mais c'est vrai qu'à travers, évidemment, son combat politique, elle se trouve rattrapée par des catégories
dans lesquelles elle travaille et dans lesquelles elle construit son propos, qui est aussi un propos qui a une forme de positionnement en fait contre, bien sûr. Donc évidemment, en faisant cela, on pourrait dire qu'elle reproduit un certain nombre de difficultés et de modes de catégorisation qui sont à nouveau des filtres dans lesquels on va décrire. Et c'est vrai que ça reste un problème. Enfin, je crois qu'il faut aussi être conscient de cela, par-delà tout ce qu'elle apporte et tout ce qu'elle permet de déconstruire. Et effectivement, enfin, je pense que les deux points que vous évoquez sont intéressants parce que c'est vrai que quand on fait un travail micro-phénoménologique, c'est-à-dire quand on rentre dans son propre vécu et la description de son propre vécu, la question de savoir si on est un homme ou une femme ne se pose pas. Au fond, on décrit son vécu. Et puis, peut-être que dans son vécu, moi, en tant que femme, je vais décrire des traits qu'on pourrait plaquer en disant « mais ça, c'est masculin ». Ou inversement, un homme va décrire son vécu et « ah, mais ça, c'est très féminin ». Bon, donc déjà, les étiquettes sont problématiques parce que si on les manie à la louche, eh ben forcément, on va créer des malentendus. Donc, peut-être que ces étiquettes, à un moment donné, il faut même s'en débarrasser à un certain niveau d'investigation et d'expérience. Et la deuxième question que vous posiez en lien avec Derrida et par rapport à sa lecture de Lévinas, je pense qu'effectivement, l'enjeu pour Derrida, c'est un enjeu ontologique. Donc, c'est un peu la même question qui se trouve déplacée sur le terrain plus philosophique, mais ontologique. Je pense qu'à un certain niveau de description ontologique, la distinction masculin-féminin, en tout cas dans les catégories, s'efface. En tout cas, elle devient très poreuse, au moins. Mais à mon avis, il faut aller très loin dans la description. Et je pense qu'avant cela, il y a beaucoup d'étapes à franchir pour désamorcer toutes les représentations qui nous ont encombrés et qui nous empêchent d'avancer. Vous voyez, c'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais je dirais, aujourd'hui, puisque j'ai parlé d'écriture inclusive au tout début, pour parler de l'inclusivité, aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui pratiquent l'écriture inclusive, et puis on a plein de gens qui disent, mais en fait, l'écriture inclusive, c'est pas beau, ça pose plus de problèmes qu'autre chose, etc. Et je suis d'accord que c'est pas une solution, l'écriture inclusive, de même que peut-être maintenir jusqu'au bout des catégories masculin-féminin, c'est pas une solution, sauf que c'est peut-être un passage obligé pour créer une prise de conscience. Et que tant que finalement la prise de conscience n'aura pas été opérée complètement, eh bien, il faudra continuer à utiliser un mode d'écriture qui n'est pas satisfaisant, mais qui fait voir, qui visibilise. Vous voyez, donc peut-être que ces catégories masculin-féminin ou vécu masculin, vécu féminin, ils sont utiles à un certain stade de l'élaboration et de la remise en chantier d'un mode de relation à soi et à la description et au vécu. Et que peut-être à un moment donné, on les abandonnera, on n'aura plus besoin. Mais peut-être c'est aussi un peu idéal, parce que bon, vous savez, quand est-ce qu'il y aura ni homme ni femme, c'est quand même assez loin dans le temps. Je ne sais pas si c'est même dans le temps. Donc voilà, c'est ma réponse, mais merci beaucoup, c'est des très bonnes questions. Merci beaucoup, c'est Cynthia. Merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette intervention. Merci encore Nathalie, je pense qu'on peut encore t'applaudir. Il est 15h37, c'est ça. On peut se dire peut-être à 15h50 qu'on reprend. Peut-être un peu avant, non il reste 2 encore. Comme ça, on prend que 20 minutes de retard, ou 15h45. Ça fait que 8. Oui. Ça va 15h45 Mais 15h45, être jugé. À tout de suite. Est-ce que vous laissez l'enregistrement, là, vous laissez le Zoom? Oui, je vais tout laisser, parce que justement, vu que j'ai oublié de le mettre, je me dis si j'aurais oublié... Ils ne peuvent plus parler de manière anonyme. Ah oui. Non, mais tu peux baisser le micro éventuellement. Oui, je vais le couper. De toute façon, je pense que l'enregistrement, je le montrerai un peu avant de le publier pour couper les... Ouais. Ça sera facile.
J'ai coupé le micro. Ça, j'avais pas oublié parce que... Je ne sais pas si vous m'entendez, Francisco. Oui, je t'entends. J'ai reçu. Merci à vous. Oh, très bien. Je vais envoyer un message à Rodri pour le remercier. Mais j'ai reçu, et j'ai reçu aussi celui-ci. Ah oui, ils l'ont traduit. Oui, Voilà. c'est l'idée, c'est aussi un peu les formats qu'il utilise. Et ça sera un petit peu l'idée, les modèles. C'est très beau, c'est très très beau. J'aime beaucoup les. Oui, c'est très beau. Ouais, c'est magnifique. Et là c'est le texte d'Antonio. Oui, c'est ça. Le texte d'Antonio, la traduction d'Antonio. Oui. Voilà, le texte sur les émotions de Husserl et Moritz Geiger. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est très bien. C'est oui. superbe. Je pense que j'indiquerai en fait que ces chapitres et je noterai la publication dans la traduction française que je suis en train de terminer. Ah, si, oui, je voudrais bien sûr de le lire aussi en français. Si... Oui, je vais vous l'envoyer. Alors pour l'instant, je suis encore en train de réviser la traduction. Tout n'est pas fini et il y a 1 ou 2 chapitres que je n'ai pas encore mis au point. Donc voilà, ça va prendre encore un peu de temps. Mais j'espère pouvoir avoir terminé à la fin de l'année, la 2021. Et peut-être que ce sera publié en 2022, mais voilà, dès que ce sera, je pourrais vous l'envoyer même avant que ce soit publié enfin, le texte français, quoi. Oui, ou sinon, je commencerai de toute façon avec la traduction d'Antonio et pour faire référence à la traduction d'Antonio, mais aussi, bien sûr, ou même à cette partie de votre traduction, mais je suis déjà avec la voilà. Ah oui, oui, ça va. C'est incroyable, ça va. C'est un peu... C'est difficile. C'est différent. Oui, non difficile, pas difficile, mais plus... Puisque à la fin, quand vous traduisez la philosophie, vous êtes dans les c'est-à-dire il y a un lieu de communication plus direct entre nous. Mais ici, bien sûr, je profite de le lire et après, quand je le traduis, je le trouve pas. Ça ne marche pas puisque ça ne m'exprime pas la même chose que quand je l'ai lu. Donc, il faut le travailler beaucoup. Mais je suis très content. C'est très, très beau. Oui, parce que je me suis dit, j'étais un peu gênée parce que j'imagine que c'est beaucoup de travail. Pas du tout, mais c'est un travail de plaisir, c'est-à-dire c'est l'opportunité de rentrer à un texte comme ça, un texte qui est c'est-à-dire que une nouvelle de toi et qui aussi, en fait, c'est très intéressant puisque vous travaillez avec la microphénoménologie et tout ça. Il vous implique beaucoup la situation de description. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, pour moi, en fait, c'est vrai que j'ai commencé, ça faisait longtemps, enfin, j'ai toujours voulu écrire des romans, mais je n'avais jamais réussi jusqu'alors. Et c'est vrai que le fait que je sois vraiment rentrée dans un travail d'entretien et de description microphénoménologique depuis une dizaine d'années maintenant, c'est vraiment ça qui m'a... je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à commencer à écrire des romans, enfin avoir une écriture plus littéraire. Je pense que c'est ça qui m'a donné la possibilité. Enfin, je pense que jusqu'alors, c'était un niveau d'écriture que dans lequel je n'arrivais pas à rentrer. Et du coup, la microphénoménologie, ça m'a donné l'outil qui m'a libéré en fait aussi des contraintes finalement de l'écriture philosophique. Oui. Voilà, je cherchais ça depuis longtemps, mais en fait, j'y arrivais pas. Et du coup, c'est un pas, c'est très complémentaire en fait pour moi. Maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise, même dans les textes philosophiques que j'écris, parce que c'est comme si ça m'avait libéré aussi de
de sortes de contraintes qu'on se donne et en fait qui sont que dans notre tête, et qui n'existent pas dans la réalité. Et avec beaucoup plus immédiateté, non? C'est-à-dire, c'est très intéressant pardon, ma français parler, ce n'est pas, vous parlez très bien, mais c'est parfait, c'est parfait. Ok, c'est très intéressant que c'est vous qui l'écrivez, puisque il y avait un professeur qui disait que quand on lit littérature, il y avait toujours la non-possibilité de trouver un parti philosophique. Il faudrait apprendre avec les descriptions. C'est bon, c'est parti, la littérature, c'est beaucoup de choses. Il y a la question transversale aussi. Mais ici, il y a la situation dans laquelle c'est vous qui l'écrit et aussi c'est la tension je suis dans les premières parties de toute façon, mais la tension du vécu à un point de vue que se le tient. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de vous jouer, mais de jouer l'écriture. C'est aussi intéressant, d'autre partie, le rapport avec la littérature. Ouais, avec la littérature, la création littéraire. Oui, complètement. C'est vrai que je découvre. Moi, en fait, j'ai cité beaucoup. À 2 reprises, j'ai cité le texte de Proust. Ah oui, bien sûr. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je lis La Recherche. Oui. Et en fait, je me rends compte à quel point, au fur et à mesure, ça, sans que je le veuille, enfin, c'est pas explicite, mais ça nourrit aussi mon écriture, en fait, d'une autre manière. Enfin, c'est très étonnant. Enfin, et c'est vrai que Proust lui-même, finalement, alors c'est un peu le mouvement inverse du mien, mais c'est un auteur qu'on commente beaucoup aussi à partir de ses thèses philosophiques, en fin de compte. Enfin, on s'intéresse aussi beaucoup. Lui-même, il lisait Bergson, enfin, il a lu beaucoup d'auteurs et il y a parfois des choses. Alors, c'est pas dit explicitement souvent, c'est vraiment dans la matière même de son écriture, mais il y a vraiment une dimension, voilà, de ce que je disais tout à l'heure là sur le fait que il sépare clairement l'émotion du corps. C'est extrêmement étonnant. Enfin, Oui, c'est une possibilité. De la description, c'est là. Et que c'est très intéressant. De toute façon, la possibilité de décrire une chose comme ça dans l'apparence, dans l'apparaître, à vrai dire. Sinon, c'est ça. C'est très étrange. Je ne peux pas l'expliquer, mais quand vous lisez un petit peu, pendant quelques jours, quand on était plus jeune, il y a ou quand on allait au cinéma, il y a comme une éducation du sens qui te fait répéter quelque chose comment on dit ça, de réunir, oui. de faire une petite narration du fond qui sinon, ça sera tout seul. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en philosophie, on a du mal en fait à se situer à ce niveau-là, parce qu'en fait, on est toujours quand même repris par la nécessité de faire ressortir justement des concepts, une position. Donc en fait, on a ce niveau d'approche qui nous abstrait forcément. Et en même temps, voilà, c'est aussi la légitimité de la philosophie qui est en jeu là. Donc il ne faut surtout pas, voilà, faut pas du tout casser ça complètement. Mais c'est vrai qu'avec la phénoménologie, justement, on est dans une sorte de double postulation où à la fois il y a cette exigence philosophique et en même temps il y a aussi un pari chez Husserl qui est totalement inouï, voilà, une exigence expérientielle. Et en même temps, on voit bien à quel point il ne va pas jusqu'au bout de l'exigence. Et si on cherche à l'effectuer, comment est-ce qu'on garde la posture philosophique tout en effectuant l'exigence expérientielle? Oui, mais pour nous, de notre expérience, la phénoménologie française en particulier, assez force quand on lit de Lévinas jusqu'à aujourd'hui, tous les nouveaux
pour moi, qui j'ai lu surtout Lévinas, mais c'est intéressant. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, il y a des vraies avancées. Il y a des vraies avancées à ce niveau-là, ça c'est clair. Mais il y a quand même une question de Descartes aussi. Voilà. Après comme tu le disais, je pense très justement, c'est vrai que comment dire, la littérature, elle a cette liberté absolue de pouvoir voilà, permettre à l'auteur, à l'autrice de s'exprimer en son nom propre dans une trame alors qui a sa structure, c'est-à-dire que là aussi, il y a des contraintes. Hein. Enfin, l'écriture, elle n'est pas non plus complètement… Voilà, elle a son cadrage. Mais en tout cas, par rapport à des catégories ou à des structures, finalement, il y a la possibilité de se dégager de cela, en fait. Alors que la philosophie, elle fonctionne avec des structures et des concepts. Et donc, forcément, ces concepts, ils demandent sans cesse à être retravaillés. Et c'est pour ça que la question que tu posais concernant homme-femme, masculin-féminin, bah oui, c'est un filtre de lecture aussi. C'est inévitable. C'est inévitable. Enfin, et à la fois, c'est fécond, ça peut être opératoire. Et peut-être qu'à un certain moment, ça demande à être complexifié et à être y compris revisité parce que un certain niveau descriptif, ça suffira plus non plus. Oui, oui, totalement.